Monsieur le commissaire européen, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs d'administration publique, mesdames et messieurs les directeurs et directrices d'entreprises, mesdames et messieurs les représentants d'associations d'élus et d'associations civiles, mesdames et messieurs les représentants de think tanks et de plateformes de réflexion, mesdames et messieurs les professeurs et enseignants, chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, experts, expertes, citoyens, citoyennes, intéressés par la souveraineté numérique. Je veux vous remercier d'être présents à cette journée de réflexion et d'échange autour de l'Observatoire, une question centrale au sein de la question de notre souveraineté technologique. Le sujet est déterminant. Comme il a été rappelé par le ministre Cédrico, la souveraineté est aujourd'hui une question centrale au sein du débat public, politique et économique. Après la crise que nous avons traversée, de nombreux acteurs se demandent si nous avons encore les moyens d'être maîtres de notre destin. Avons-nous encore les moyens de défendre et de développer nos modèles d'innovation, nos modèles industriels, notre modèle de société? Car la souveraineté technologique, ça n'est rien de moins que notre capacité à agir et donc notre puissance au sein du nouvel ordre mondial. Et en conséquence, notre position par rapport aux autres nations, par rapport aux autres grands blocs économiques. Mais surtout, c'est la question de tout notre modèle de société qui est en jeu, puisqu'aujourd'hui, l'économie et donc la technologie donnent le rythme du développement de notre société. Il nous revient donc de nous saisir de cette question, tant elle est essentielle pour le développement d'un avenir technologique désirable, positif, qui nous ressemble à la fois dans ses valeurs, mais aussi très concrètement dans ses usages. C'est pourquoi nous devons arriver à transformer notre rapport à cette technologie numérique, aujourd'hui trop souvent subie et imposée, et nous devons plutôt l'utiliser comme instrument de construction de notre nouveau récit national et européen. Dans ce nouveau siècle, et face aux grands défis qui s'annoncent, il est évident que la technologie du XXIe siècle, c'est le numérique. Et Télécom Paris, première école d'ingénieurs du numérique, se doit d'éclairer et de donner les moyens de comprendre les instruments de maîtrise et donc de puissance technologique. Cette souveraineté, ça n'est pas un repli, mais au contraire, c'est un projet de puissance. Parce que plus nous serons forts, mieux nous pourrons prendre notre place face aux grands blocs qui sont aujourd'hui les États-Unis et la Chine en particulier. Parce que je préfère tout de suite nommer l'éléphant dans la pièce, comme diraient nos amis américains. D'ailleurs, en matière d'amitié, je pense que c'est important de rappeler que si elle est sincère, elle est toujours envisagée comme une relation d'égal à égal. La technologie a toujours été un instrument de puissance, d'autodétermination. Et en France, le pays des encyclopédistes et de Saint-Simon, on lui a toujours donné une place très particulière. Pour cette technologie du XXIe siècle, le numérique donc, et tous ses usages, et aussi, il faut bien le dire, tous ses abus potentiels, ce qui aujourd'hui est en jeu, c'est une certaine conception du respect de l'humain, de nos libertés fondamentales, et en tant que société, notre capacité à être maître de notre destin. Télécom Paris, première école d'ingénieurs française du numérique, a pour mission de former ceux et celles qui piloteront le destin technologique de la France et de l'Europe dans ce siècle, qui est celui du numérique. Petite parenthèse, d'ailleurs, à ce sujet, nous aurons aujourd'hui le plaisir d'entendre de nombreux de nos prestigieux anciens, et je ne vais en citer qu'un tout de suite, qui est Luc Julia, qui est un docteur formé au sein de notre école et qui a rejoint l'écosystème français grâce à notre partenaire de l'Observatoire Renault. Je les en remercie, parce que cette capacité à retenir et à développer nos talents au sein de notre écosystème européen sera d'ailleurs clé, et je vais y revenir. Notre école a été la première école d'ingénieurs en France à avoir inscrit à son règlement intérieur sa raison d'être, où nous affirmons que notre enseignement, notre recherche et notre innovation sur toute la verticale du numérique est au service d'une société respectueuse de l'humain et de son environnement. Je suis très fier que cette très belle école, plus que centenaire, ait pris la mesure des attentes qui ne sont pas seulement celles d'une nouvelle génération pour accompagner notre société et notre économie dans la progression nécessaire qui permettra de proposer un projet positif aux populations européennes. Et à l'heure où même des anciens de notre école s'interrogent sur l'impact du numérique, du cloud, au streaming, sur les émissions de CO2, ou du déploiement de la 5G, par exemple, et le fameux effet rebond, parce que, oui, d'accord, la 5G permettra de diminuer significativement les émissions carbone,
à service donné, mais si cette nouvelle technologie permet de nouveaux usages qui va augmenter la consommation en fin de compte, on n'a pas vraiment résolu le problème. Donc, je rappelle d'ailleurs qu'à ce titre, Jean-Marc Jancovici, qui pilote le Shift Project, est très actif sur ce sujet, est aussi un ancien de notre école. Et donc, est-ce que nous sommes en capacité de trouver la voie d'une croissance technologique respectueuse de l'humain et de son environnement? C'est une question à laquelle nous devons trouver une réponse qui nous correspond, parce que d'autres ensembles économiques ont une vision différente du développement technologique qui me semble moins respectueuse de nos valeurs, par exemple des libertés individuelles ou de la protection des plus faibles, pour ne prendre que deux exemples. Il est donc absolument nécessaire de trouver une voie de développement qui soit à la fois une voie de puissance, car sans puissance, on ne sera pas maître de notre destin, mais une voie qui trouvera aussi son essence dans nos racines européennes. J'ai commencé à évoquer la question de la transition écologique et maintenant j'aimerais un peu plus me pencher sur la manière dont nous pouvons être au service de l'humain, donc un numérique humaniste, qui doit avoir plusieurs caractéristiques. Il doit d'abord être inclusif, en laissant à chaque individu la place auquel il ou elle a droit pour mobiliser aussi largement que possible les forces vives de nos nations. Il doit être pluraliste, en respectant la diversité de chacun et de chacune, aussi parce que la diversité est bien un facteur de résilience. Il doit être ouvert, parce que ce n'est qu'en ouvrant notre développement que celui-ci continuera en permanence à se renouveler et donc aussi à progresser. Et enfin, il doit être participatif, parce qu'au sein de nos nations, nous savons depuis longtemps que pour qu'un système économique et d'une manière plus générale une société fonctionne sur le long terme, il faut que ceux et celles qui y contribuent puissent participer à sa gouvernance. C'est bien parce que nous trouverons une voie qui est en accord avec nos valeurs que nous aurons l'adhésion des acteurs et des peuples européens à notre projet. Et cette adhésion sera en effet déterminante, puisqu'il faut que nous puissions créer un écosystème fort qui aura la capacité de se développer en France, en Europe et au-delà. Être souverain, c'est avant tout pouvoir choisir, pouvoir décider pour soi, ne pas subir des causes extérieures non souhaitées. C'est donc choisir sa voie, sa croissance, et rester maître de son destin. C'est donc aussi pouvoir se ménager des options, laisser des voies ouvertes. La souveraineté, ça n'est pas l'autonomie absolue, ça n'est pas l'autarcie. La science, je le dis souvent, est universelle et la technologie est aujourd'hui mondiale. Nous ne pourrons pas développer notre écosystème technologique seul dans notre coin. Et donc, comme on le montrera tout à l'heure dans l'étude de l'Observatoire et la présentation du professeur David Bouni, les entreprises, on a l'exemple de Orange Business Services, du Crédit Agricole et d'EDF parmi d'autres, sont aujourd'hui des assembleurs de technologies, des ensembliers qui doivent combiner les meilleures technologies qui peuvent avoir des origines diverses. Et pour un assembleur, l'interdépendance est bien la norme. La souveraineté numérique n'est donc pas synonyme d'autarcie, mais une ouverture choisie et maîtrisée. Thales, par exemple, un partenaire de l'Observatoire, maîtrise parfaitement cette interdépendance en créant des partenariats avec des grands acteurs du numérique en France et à l'étranger. Ils ont annoncé récemment un partenariat avec l'un des GAFAM, et je pense que c'est très intéressant. C'est donc dans la compréhension stratégique de nos interdépendances que nous pourrons développer notre souveraineté, et personne ne sera naïf dans cette enceinte qui est au sein des murs du ministère de l'économie. La souveraineté, c'est bien une question de rapport de force. Et donc on doit trouver la bonne forme d'ouverture, celle qui correspond à nos intérêts, qui nous permettra de développer l'écosystème qui aura la force de croître face à la concurrence internationale, tout en répondant aux grands enjeux de demain. Alors, je vais prendre un exemple, celui de la norme. Trop souvent, on voit la norme comme une contrainte. Mais la norme, c'est aussi une condition de possibilité de l'interopérabilité. La manière, par exemple, dont une API est conçue est déterminante dans la manière dont un système numérique, et en particulier les plateformes, se structure et se développe. Et donc, c'est précisément un exemple d'interdépendance et d'ouverture sélective. La norme et l'interopérabilité, c'est aussi ce qui permet la constitution d'écosystèmes fonctionnels et efficients, qui nous permettront de créer de grands acteurs européens interdépendants, qui seront la colonne vertébrale de notre future souveraineté. Mais cette colonne vertébrale doit absolument avoir la taille qui lui permettra de supporter l'ensemble de l'activité qu'elle a la vocation de soutenir, et donc son propre poids, mais aussi le poids des pressions ou des attaques qui pourraient venir de l'extérieur. Il est donc très important que nous soyons en capacité de bâtir ces acteurs technologiques et industriels qui auront la masse critique pour être au cœur des écosystèmes d'innovation à venir.
La politique européenne de soutien au développement industriel doit donc être orientée vers cet objectif qui est d'après moi prioritaire. Il faut créer des acteurs en capacité de faire face à la concurrence internationale, c'est-à-dire aider certains acteurs technologiques à atteindre une masse critique. J'aimerais prendre un exemple qui me touche personnellement, puisque je revoyais récemment un chercheur international, un ancien de Télécom Paris, qui travaille aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. C'est un spécialiste des réseaux, donc aujourd'hui de la 5G. Donc je pense que je n'ai pas besoin de donner les noms exactement des entreprises avec lesquelles il travaille dans ces pays, vous les connaissez. Et il me disait, ce professeur, qu'il avait réussi à attirer et à former, en tant que docteur, un étudiant indien extrêmement talentueux, extrêmement brillant, sans doute l'un des plus brillants qu'il avait jamais recruté. Et donc à la fin de son doctorat, il s'est dit, je vais l'accompagner vers son premier emploi, et il a reçu une offre d'un acteur, on va dire, actif en France et dans les pays nordiques. Et en même temps, un autre acteur américain. Eh bien, les offres n'étaient pas du tout comparables. Et bien sûr, complètement en désavantage de l'offre européenne, tant à la fois sur le salaire que sur les conditions ou sur l'environnement de travail. Alors, c'est qu'un exemple anecdotique, mais quand on voit tout le soutien dont bénéficient certains acteurs chinois ou américains de leur gouvernement, comment est-ce qu'on peut espérer que nos acteurs européens s'en tirent si nous ne les soutenons pas, au moins à un niveau équivalent? Ça n'est qu'en créant de grands champions européens que nous pourrons développer les écosystèmes qui pourront accueillir ceux et celles qui feront le développement technologique de demain, et ce n'est que si les gouvernements les soutiennent que ces champions pourront le faire. Notre observatoire permettra donc aussi d'établir les facteurs de succès pour la construction d'un écosystème européen performant et de confiance. C'est seulement avec cette colonne vertébrale que tout notre environnement industriel et technologique pourra se développer et que nous pourrons garder en Europe nos compétences. Et ce sujet sera mon dernier point, les compétences. Alors, le ministre l'a un peu annoncé, c'est effectivement un sujet qui, pour moi, est très important, la sélection et la formation de ceux et celles qui feront la technologie de demain et qui, donc, assureront l'avenir de notre souveraineté. Alors, dans l'assistance, parmi vous, sans doute, on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui dirigent des entreprises, des organisations, des administrations. Et vous le savez, le premier actif d'une organisation, c'est ses talents. Donc, directeur d'école, bien sûr, je ne vous étonnerai pas en vous disant que c'est un sujet très important, si pas le plus important. Notre faculté à innover repose sur les compétences techniques de nos acteurs, et ces compétences techniques doivent se reposer de plus en plus sur la capacité de nos ingénieurs et de nos docteurs à croiser les expertises, à couvrir toute la verticale d'une technologie, des couches matérielles aux usages, dans une approche interdisciplinaire. Mais, et ça c'est un point que j'aimerais développer quelques instants, pour atteindre ces objectifs que j'ai indiqués, les compétences qui nous manquent aujourd'hui, à mon avis aussi à beaucoup de nos dirigeants, n'ayons pas peur des mots, de nos élites, à une époque où on parle de réforme de formation d'élite, je pense que c'est une compétence humaine. On a en France un système de formation qui forme de très grands ingénieurs, très smart, qui savent beaucoup de choses, et qu'on retrouve d'ailleurs partout dans le monde, de la Silicon Valley à Singapour, en passant par la City. C'est une preuve de succès de notre modèle. C'est le modèle français des grandes écoles d'ingénieurs. Les talents que nous y formons sont reconnus et recherchés. Et donc, à cette heure où nous nous posons beaucoup de questions sur nos écoles d'élite, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Notre modèle de grandes écoles a des qualités. Et plutôt que de tirer sur l'ambulance, dans ce monde si compliqué, qui va si vite, et alors que le monde entier vient précisément chez nous pour chercher ces talents, je pense qu'au contraire, il faudrait défendre certaines qualités de notre modèle de sélection et de formation, de nos élites, mais je pense aussi que nous devrions admettre que sur certaines dimensions, ces élites n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour s'emparer des enjeux d'aujourd'hui, et je pense en particulier à ce que je décrivais précédemment comme un modèle humaniste d'innovation technologique. En matière de formation de ceux et celles qui pilotent notre innovation et le développement de notre technologie, il faut donc être exemplaire. Il faut que nos écoles puissent sélectionner et former aussi sur les compétences humaines. Pour que nous puissions retrouver un projet collectif qui mobilise les pays européens, nos élites doivent donc avoir ces compétences humaines essentielles: humilité, écoute et empathie. Ce sont des compétences qui devraient être comprises comme aussi nécessaires que la capacité d'analyse et de synthèse, par exemple. Face aux grands bouleversements, l'une des questions principales
est bien celle de comment convaincre et comment embarquer les populations. Celui ou celle qui dirige se doit d'être humble face à la complexité que nous affrontons, et il est utile et nécessaire d'être à l'écoute de ceux et celles que nous servons. Je pense précisément que l'humilité, l'écoute et l'empathie, dans ce monde toujours plus complexe, toujours plus rapide, où les solutions viendront du collectif et où elles devront être mises en œuvre dans une logique inclusive, toutes ces compétences humaines sont aujourd'hui au moins aussi essentielles dans le développement de notre souveraineté stratégique que les facultés d'analyse ou de synthèse. Ce n'est que si nos experts des technologies sont sélectionnés et formés dans cette logique respectueuse de l'humain et de son environnement que nous pourrons mobiliser tous les acteurs et donc créer l'union qui fera la force de notre développement économique et de notre souveraineté. Pour développer ces compétences technologiques et humaines, notre système hérité du modèle de formation des ingénieurs à la française est une base solide sur laquelle nous devons nous appuyer. Notre modèle doit être préservé, consolidé, mais il doit aussi être renouvelé et donc relancé. Nous devons conserver notre identité, basée sur une approche interdisciplinaire des technologies, mais l'augmenter. Et à Télécom Paris, par exemple, nous formons sur toute la verticale du numérique. Nous avons des départements d'enseignement et de recherche sur les couches matérielles, on va aussi jusqu'aux usages, à l'économie, à la sociologie du numérique, en passant par l'IA, la data, les infrastructures et les réseaux, tout en étant une école à taille humaine, où la relation entre l'enseignant et l'élève reste de proximité et donc de qualité. C'est un modèle qu'il faut protéger, mais nous ne devons pas en rester là, et nous devons renouveler ce modèle généraliste de l'ingénieur pour qu'il soit au service d'une innovation humaniste, comme le dit d'ailleurs bien la raison d'être de notre école, qu'il soit au service d'une société et d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement. Télécom Paris a donc décidé depuis longtemps de se doter de ces formations FH, formations humaines, qui donnent la part belle à la créativité, avec du théâtre par exemple, l'intelligence relationnelle est travaillée en atelier, la diversité et l'engagement social, lui aussi traité grâce à des actions de terrain. À partir de l'année prochaine, nous aurons un cours complet dédié à la question de la transition écologique pour l'entièreté de nos élèves, mais nous ne sommes qu'une école et ça n'est que le début. Il faut rester humble. J'espère que tous les acteurs que nous avons réunis aujourd'hui, j'espère que vous qui nous regardez, vous nous aiderez dans cette tâche ardue, mais je pense que c'est une très très belle tâche qui s'annonce. Et donc face à cet objectif à atteindre, je récapitule et je conclue. L'Europe a besoin d'une souveraineté stratégique. C'est nécessaire et urgent, et donc d'une souveraineté technologique qui nous donne la puissance de rester maître de notre destin. Nous avons besoin de revendiquer qui nous sommes dans cet nouvel ordre mondial, une conscience humaniste et une puissance d'innovation et de développement économique, bien sûr. Ce sont les deux jambes sur lesquelles s'appuiera le développement de la souveraineté européenne. Et donc, on regarde la citation bien connue de la science et de la conscience. On ne doit jamais oublier la puissance parce que nous aurons besoin de cette colonne vertébrale de grands champions qui seront le centre de notre écosystème. Et pour ce qui est de notre tête, de notre cerveau, de nos cerveaux, je devrais dire, c'est avec cette approche que nous devons sélectionner et former les futurs dirigeants de ce monde technologique. Des dirigeants qui maîtrisent les modèles, les technologies et les solutions sur toute la verticale d'une technologie, mais qui ont aussi des capacités humaines qui leur permettent de ne pas diriger seulement des technologies ou des projets, mais aussi les hommes et les femmes qui composent les organisations. La puissance ne doit jamais s'opposer à l'humanité. Au contraire, nos élites ont un devoir envers les populations qu'elles servent, et ce n'est qu'en répondant aux attentes de ceux et celles qui sont et seront les forces vives de demain en matière d'enjeux sociétaux et environnementaux que nous pourrons mobiliser, orienter et embarquer tous les acteurs. C'est de cette manière, par notre force de formation et le soutien à nos écosystèmes d'innovation, que nous donnerons à voir une souveraineté désirable et désirée, où l'humain reste le cœur, qui reste la seule mesure qui compte pour notre développement économique. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très belle journée d'études grâce à ce bel observatoire auquel vous participez aujourd'hui.